Alors, monsieur le conférencier, messieurs les abbés, mesdames et messieurs, il me revient de donner la parole au conférencier de ce soir, après avoir, ainsi que le veut la coutume et les bonnes manières, pris un peu de temps pour vous le présenter. Le présentateur s'autorise aussi volontiers à introduire le sujet. Comme il est d'ordinaire très peu au fait de la question, ce qui explique sa présence à la conférence, l'exercice est dangereux et on lui entend souvent dire des sottises. S'il est compétent, c'est pire encore, car il risque de faire à l'avance la causerie qu'on va faire, de couper l'herbe sous les pieds du conférencier invité et d'engendrer ainsi une sorte de malaise. Pour éviter ces écueils, je vous parlerai quelques minutes des ovnis et de moi. Je répondrai à la question typique des interrogations actuelles, c'est quoi cela pour vous? C'est quoi les ovnis pour moi? Ce fut pendant des années ce qu'on pouvait lire dans mon journal. L'annonce ici ou là, mais jamais en Valais, qu'un quidam avait vu la nuit un engin qui faisait dans l'atmosphère des sauts aussi extravagants que silencieux. Le vert semblait être la couleur ordinaire, soit des éclairages, soit des sortes de scaphandriers qui parfois étaient signalés. Au fond, j'ai très peu évolué depuis ma prime enfance, et je n'ai pas cessé de demander pourquoi et comment. Ce qui me gênait dans ces manifestations, c'est qu'elles paraissaient échapper à quelques lois physiques qui nous faisaient aucune grâce à nous. Ces sauts silencieux, éperons comme l'éclair, dont il ne restait par exemple jamais aucun indice tangible. C'est ça qui me gênait, cette absence de traces. Les engins, ces voyageurs, devaient bien une fois laisser quelques reliques, un tissu, un objet, un outil qu'on pourrait montrer, peser, analyser, décrypter comme on le fait pour d'autres reliques et qui nous en dirait alors davantage. Un jour que je disais cela à je ne sais plus qui, on m'assura qu'on avait mis au Portugal la main sur quelque chose et qu'on avait un filament dans une éprouvette. Un filament se fin et comme il fallait s'y attendre, à la fin ça se défile. Celui du Portugal n'était qu'un leurre. Mais il était tout de même ennuyeux si l'on pensait que tout cela n'était que mensonge, que tant de menteurs inventassent tant de menteries. Il devait y avoir une autre explication. Entre-temps, j'avais lu quelques ouvrages sur les Raéliens et j'avais été consterné qu'un message de ce niveau puisse séduire de si nombreux adeptes. Puis je lus l'extrait d'un message privé où Notre-Dame semblait dire, je dis semblait parce que, n'est-ce pas, il convient d'être prudent, où Notre-Dame disait donc que toute l'agitation de tous ces objets volants était jeu du démon. Ayant d'autres sujets de préoccupation, ce petit mot me mit en paix et je ne lus plus ces nouvelles qu'avec cette clé. Monsieur le Sage, lui, a pris les problèmes à bras-le-corps depuis longtemps. Il a refusé l'illusion, mais il a étudié l'illusion. Il est allé très loin dans la recherche du comment. Comment cela se fait-il? Qui le fait? Pourquoi le fait-il? C'est le moment, monsieur le Sage, que vous nous régaliez des connaissances surprenantes que vous avez acquises dans votre longue recherche. Bien, je vous remercie beaucoup pour votre présentation qui m'a fait bien plaisir parce que je vois que vous avez déjà une certaine notion du problème. Il est certain que si j'en suis arrivé à avoir une certaine vision particulière du problème, c'est parce que je m'y suis moi-même fait pincer, en quelque sorte, et que j'ai eu la chance de la Sainte Providence de pouvoir m'en être sorti. Parce que le phénomène OVNI, tel qu'on le présente généralement par les médias, est totalement faux, parce que justement ce phénomène s'ingénie à se présenter pour ce qu'il n'est pas. À partir de lui, d'ailleurs, il y a eu l'émergence d'un mythe extraterrestre, alors que le phénomène OVNI
est totalement étranger au problème de la vie extraterrestre. Mais il est bien évident, suivant l'aspect dont il se présente depuis déjà maintenant une cinquantaine d'années, bien que le problème ne soit pas du tout un phénomène moderne. Le phénomène ovni s'est présenté sous des aspects totalement différents depuis la plus haute antiquité. En vérité, je me demande même si son point de départ depuis la Genèse. C'est-à-dire que l'histoire des ovnis, suivant la conviction que j'en ai, et puis bon, je m'en expliquerai un peu plus à la suite de mon exposé, j'ai bien l'impression qu'effectivement le problème des ovnis remonte à la genèse de la création dans ce qui est contenu de la séduction d'Adam et Ève, où le serpent génésiaque dit « vous serez comme des dieux ». En vérité, depuis ce temps-là, le phénomène qui a changé de forme ne cesse pas de dire toujours « vous serez comme des dieux » si vous suivez notre exemple. Je m'explique un petit peu. Les dieux d'hier sont en quelque sorte les extraterrestres d'aujourd'hui avec lesquels on essaie encore de recommuniquer d'une certaine façon en utilisant des techniques occultes. Ces techniques occultes sont également très anciennes. Elles ont été l'apanage de certains groupes d'initiés parmi les civilisations les plus anciennes égyptiennes, mésopotamiennes, etc., de Syrie, enfin toutes les anciennes, et surtout l'Égypte. Et ces techniques occultes étaient réservées à une caste d'initiés qui, par cet intermédiaire, prétendaient obtenir des pouvoirs des dieux qui sont les extraterrestres d'aujourd'hui. Alors ces pouvoirs, ils se les réservaient pour eux-mêmes en produisant des prodiges le plus spectaculaires possible pour montrer leur puissance. Ces phénomènes qui ont un très grand pouvoir de suggestion et de fascination sur les esprits disent toujours la même chose lorsqu'on analyse les messages qui se transmettent par leur intermédiaire, qu'on nomme les contactés. Les contactés, ce sont des personnes qui prétendent être en relation avec les extraterrestres. Alors ceci est une vaste mascarade parce que l'extraterrestre, pour moi, n'existe pas. C'est un véritable montage que, justement, ces entités ont présenté de telle façon de nous tromper sur ce qu'ils sont réellement et sur leur véritable intention. Alors, les messages qui ont été obtenus en analysant tous ceux qui prétendent, à la suite d'une initiation, d'être en relation avec les extraterrestres, dit en peu de choses près ceci. Nous sommes du ciel, nous sommes les fils de Dieu, vous pouvez aussi devenir comme des dieux, c'est-à-dire comme nous, puisqu'ils se prétendent être les extraterrestres, les dieux d'hier. Car nous sommes tous de nature divine, la rédemption est donc en vous, vous serez comme des dieux. Alors là, on trouve une singulière résonance avec tout ce qui se dit au sein du mouvement du New Age, c'est-à-dire que tout ceci concourt dans la déification de l'être. C'est-à-dire que donc nous sommes, si on respecte leur message, on serait supposé de nous passer de la rédemption et de pouvoir nous déifier par les moyens des connaissances que ces dieux-là nous apportent, par l'intermédiaire de leurs initiés. Voilà un petit peu en gros comment ça se présente, mais c'est beaucoup plus complexe que cela, car le phénomène, s'il existe depuis un très lointain passé, bon, c'est qu'il y a certainement un but, et ce but, il demeure caché, secret. En analysant le phénomène, on s'aperçoit qu'il évolue par stades successifs au cours des âges, et qu'il semble régir à un plan occulte, et qui part donc de la Genèse depuis la chute, et qui se terminera certainement au temps de l'Apocalypse de Saint Jean, par le triomphe du Christ et de l'Église. Si on regarde les Écritures, il y a quand même une certaine concordance avec tout ce qu'on peut récolter du phénomène qui se présente actuellement à nous par l'intermédiaire des ovnis. Mais l'étape décisive, si le phénomène est très très ancien, qui remonte à la chute, l'étape décisive dans l'aboutissement de ce plan commence avec les ovnis depuis l'après-guerre en 1945, c'est-à-dire qu'il y a donc 50 ans. Si vous voulez que, disons que je donne un aperçu assez complet du phénomène, ça va demander un certain temps parce que il est très complexe. Je suis obligé donc de m'aligner sur une certaine ligne conductrice. Alors je le présenterai sous ses aspects les plus connus, c'est-à-dire, comme monsieur tout à l'heure l'a présenté, les aspects physiques, on a parlé des traces, on verra pourquoi on n'obtient pas de pièces à conviction matérielle.
donc ces aspects physiques, psychiques, spirituels et pour terminer eschatologiques. Alors donc comment a surgi le phénomène? Il faut que, pour qu'on le comprenne, que je brosse une rétrospective assez brève. À travers les âges, la forme dont il se présente était totalement différente. Le phénomène des ovnis, d'une façon moderne, a surgi après la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire depuis 1945. On l'a su longtemps après que le phénomène ovni avait déjà eu des échos dans certaines presses en Amérique du Nord notamment, à la suite de certaines rumeurs disant qu'il y aurait eu certains crashs d'ovnis, par exemple au Nouveau-Mexique, aux États-Unis, et qu'on aurait recueilli donc des êtres humanoïdes, c'est-à-dire d'une ressemblance plus ou moins rapprochée avec nous. Mais ces rumeurs n'ont rien donné de vraiment concret parce que c'est demeuré secret. Là, je ne peux pas trop rendre crédible de telles informations. Mais 1945, ça a été aussi la période où il y a eu des expériences nucléaires, enfin les premières explosions nucléaires, malheureusement sur Hiroshima et Nagasaki. Je dis cela parce que le phénomène ovni est surgi en masse, il s'est du moins présenté dans la presse tout de suite après. Alors, si bien qu'à l'époque, on a pensé que c'était les explosions nucléaires qui avaient alerté les intelligences, enfin des créatures possibles de nos plus proches planètes du système solaire. Mais il faut rappeler quand même, à ce temps-là, on ne connaissait pas grand-chose sur nos propres voisines. En vérité, c'était le 24 juin 1947 que pour la première fois, le phénomène s'est fait connaître au public. Le 24 juin 1947, c'est quand même pas n'importe quelle date, parce que le 24 juin, c'est la fête de la Saint-Jean-Baptiste. Or, comme on sait que Saint Jean-Baptiste a été le précurseur du Christ, c'est quand même assez curieux de voir que les ovnis se sont fait connaître dans la presse du monde entier cette date-là, quand on sait qu'ils sont eux-mêmes précurseurs du Nouvel Âge. Et je dirais même de l'Antichrist. Car lorsqu'on a étudié le phénomène en profondeur, on s'aperçoit que c'est à cela qu'il nous mène. Bon, ça c'est dit d'une manière assez brutale, je m'en excuse, mais j'espère, quand je parlerai des problèmes eschatologiques auxquels il nous conduit, je pense qu'on y verra un petit peu plus clair. Bref, enfin, l'objectif c'était que ce phénomène se présente d'une manière qu'on pourrait supposer qu'ils viennent d'autres planètes. Et tout de suite, donc, bien entendu, comme ces objets avec des caractéristiques qui étaient tout à fait étrangères, surtout en 1947 après-guerre, avec les technologies que nous connaissions, des avions, bon, il n'y avait pas encore d'ailleurs de fusées. Alors on a tout de suite pensé qu'ils provenaient d'autres planètes, comme j'ai dit tout à l'heure. Et c'est ainsi donc qu'il a été faussement associé à la vie extraterrestre. Alors comment s'est construit en vérité le mythe extraterrestre? Bon, à l'époque, d'abord, on disait pas ovni, on disait soucoupe volante. La plupart des titres dans la presse disaient, je m'en souviens, j'étais jeune à l'époque, mais je me souviens très bien, je découpais des articles de journaux parce que j'étais très intéressé par le sujet. Et très souvent, les titres des journaux disaient ceci, les soucoupes volantes viennent d'un autre monde. Alors, il y a eu une forte suggestibilité qui s'est faite dans l'opinion publique. Par la suite, il est certain que le phénomène s'est fait accepter comme extraterrestre. Il faut dire qu'au début des années 50, on ne connaissait pas grand-chose de nos planètes les plus proches, par exemple Mars ou Vénus. On n'avait pas encore lancé de sonde dans l'espace, puisque c'était, si je me rappelle bien, 4 octobre 1957 que la première sonde, qui était d'ailleurs soviétique, a été lancée dans l'espace. Et elle n'a pas été bien loin, je crois qu'elle a été une altitude de 800 km. On ne pouvait pas encore savoir exactement s'il y avait la vie sur Mars ou sur Vénus. Si bien que certains journaux d'ailleurs parlaient de martiens qui venaient nous envahir. Vénus, on n'en connaissait pas grand-chose parce que bon, elle était enveloppée souvent de nébulosité. Mars, on pensait qu'il y avait des martiens parce que l'astronome Schiaparelli avait détecté des sortes de lignes qui partaient des pôles et qui traversaient, disons, les méridiens, jalonnaient les méridiens de la planète. Alors on pensait qu'il y avait une pénurie d'eau, d'ailleurs, et que donc les Martiens avaient essayé de puiser au pôle pour pouvoir l'irriguer sur leur planète. Alors on en était là au début des années 50. C'était vraiment sérieusement comme ça qu'on voyait les choses.
Alors, si bien que les journaux parlaient de martiens, on parlait pas encore d'extraterrestres, on parlait de martiens. D'ailleurs, l'année 1954 a vu en Europe du Nord, en France en particulier, un véritable déferlement de tous ces objets non identifiés. On les voyait pas seulement dans le ciel, on les voyait également au sol pour la première fois, chose stupéfiante, avec des créatures qui sortaient de ces objets-là et qui faisaient quelques petits tours, ramassaient quelques cailloux, quelques échantillons, et repartaient aussi vite, quoi. Comme si que donc des astronautes venant d'ailleurs avaient soudainement découvert notre planète à la suite de notre manifestation technologique due aux expériences nucléaires, et comme si qu'on les avait alertés, et que donc ils venaient, supposant de Mars ou de Vénus, et tiens, il y a de la vie intelligente sur Terre. C'est quand même assez étrange qu'on ait pu penser ça, parce que bon, pour des engins supposés dotés de telles prouesses technologiques, il y a très longtemps qu'ils auraient dû le faire. Mais curieusement, cette idée s'est installée dans les esprits parce que, bon, en 1950, on était quand même pas si avancé que maintenant dans la connaissance scientifique, astronomique, et que ça demandait encore quelques années pour pouvoir vérifier si cette thèse elle était vraie ou fausse. Alors, bien sûr, par la suite, avec les sondes spatiales, on a tout de suite compris qu'il y avait impossibilité qu'il y ait là des créatures intelligentes qui nous envoient des véhicules spatiaux pour voir si chez nous c'était peut-être mieux que chez eux. Ou alors peut-être censé nous envahir, parce que Mars, par exemple, il y avait des problèmes d'eau. Mais je me souviens, étant jeune à l'époque, ça avait quand même beaucoup suggestionné les consciences, et pour certaines personnes comme moi intéressées à la question, on était presque convaincus qu'on était tout près d'une invasion martienne. Voilà, ça c'était donc aux alentours des années 54, 55, c'était un peu le climat psychologique qui régnait à cette époque-là au sujet de ces phénomènes. Tout ceci, on le verra à la fin, lorsque j'aurai avancé un peu plus dans le domaine de ces phénomènes. Cela faisait partie d'un vaste spectacle, quoi. Alors donc, qui pouvait orchestrer cette mise en scène? Je ne vais pas m'avancer tout de suite avant que je vous parle des aspects physiques, que j'y reviendrai tout à l'heure, en parlant des problèmes psychiques que ces phénomènes engendrent. Il y a une chose que j'ai remarquée, j'ai oublié de vous dire, une chose essentielle, c'est que m'étant intéressé à la question, je pense avoir été un des premiers adhérents d'une des premières commissions d'enquête et d'études sur ces sujets, justement en 1954, puisque bon, le phénomène avait complètement, illusionné en quelque sorte, et comme je voulais en savoir davantage, il existait en France et peut-être même en Europe une commission d'enquête privée sur les soucoupes volantes qui a été créée en 1951, et je pense que j'en étais un des premiers adhérents parce que à cette époque-là, il n'y avait pas beaucoup de personnes qui osaient s'en occuper parce qu'on était un peu mis à l'index, parce que ça ne faisait pas du tout sérieux. Et on se retrouvait donc à une trentaine de personnes dans une salle à Paris pour en discuter, sans oser en parler dans notre entourage. Je dis cela parce que, à la suite, un certain concours de circonstances, beaucoup plus tard, a fait que, en 1972, j'ai moi-même repris cette commission, la direction de cette commission d'études, sans me préoccuper de ce que mon prédécesseur avait pu recueillir comme élément d'information. Bon, c'est-à-dire des témoignages, d'observations, etc. J'ai repris absolument tout à zéro. J'ai mis au point une structure d'enquête avec à peu près 500-600 enquêteurs, chargés de ramasser les témoignages, peut-être aussi recueillir les éléments de traces d'atterrissage. Et très curieusement, chaque fois où nous avions installé un comité d'enquête dans certaines régions, alors qu'il ne s'y passait rien, d'un seul coup, c'était complètement envahi de phénomènes. C'est quand même assez curieux, on ne se posait pas trop de questions, on disait, pour nous, finalement, ça nous fait du travail intéressant. On était tout contents d'aller interviewer les gens, de photographier les traces, d'établir des dossiers d'enquête, de les analyser, de faire des thèses, des hypothèses. On a fait des corrélations avec les failles, on a fait des corrélations avec les éruptions solaires, etc., quoi. Et puis, ça n'apportait absolument rien, on tournait en rond d'une manière constante. Alors, je commençais à y voir clair
par la suite, j'ai commencé à me poser des questions à partir du moment où on ne sait plus, l'idée m'est venue de ne plus m'intéresser aux phénomènes virtuels, mais aux personnes qui étaient sujettes à ces phénomènes. À partir de ce moment-là, il y a eu des indices nouveaux qui ont été recueillis, surtout au niveau, j'en parlerai tout à l'heure, au niveau psychologique et même psychique. Qu'il y avait quand même un détail qui était quand même assez curieux, c'est que la plupart des gens qui étaient sujets à ce que, en langage d'ufologue, j'étais un ufologue à l'époque, je suis très content de ne plus en être un maintenant, parce que quand on connaît la véritable nature du problème, on est tout content de s'en démarquer. Pour moi, je dois faire même un effort ce soir pour vous en parler, parce que c'est, disons, un petit peu contre moi. En quelque sorte, je suis tout à fait en opposition avec ce que, quand j'étais beaucoup plus jeune, je défendais. Je suis tout à fait en opposition maintenant. Alors donc, il s'est passé quelque chose, c'est-à-dire que cette recherche, puisque ce qui m'a peut-être un petit peu protégé, c'est que par rapport à beaucoup de gens qui cherchaient le merveilleux dans ces phénomènes, moi, je cherchais la vérité. Je voulais absolument savoir d'une manière très sincère qu'est-ce qu'il y avait derrière tout ça, qui est-ce qui tirait les ficelles, comment ça se passait, etc. Mais ça a été très loin, parce que je me suis rendu compte au bout d'un certain temps que moi-même j'étais un petit peu manipulé, quoi. Il y avait des éléments qui se présentaient à moi d'une manière très fortuite, et je disais, belle aubaine, ça arrive juste à point, ça va peut-être me renseigner, puis en vérité, petit à petit que j'avançais, je ne me rendais pas compte, j'étais de plus en plus piégé dans ma recherche, quoi. Non, je n'avais jamais accès, j'avais jamais de satisfaction dans ma recherche. Et c'est exactement ce qui se passe pour tous ceux qui... Bon, maintenant, je peux en parler un peu plus ouvertement. C'est exactement ce qui se passe pour tous ceux qui s'adonnent à l'occulte. C'est-à-dire, il y a une très forte fascination d'abord de ces phénomènes, et ensuite, il y a une emprise sur l'esprit qui se fait progressivement. C'est-à-dire, au lieu d'avoir un éclairage spirituel, eh bien, c'est le contraire ce qui se passe, c'est un enténébrement. Alors donc, on perd pied avec la réalité. D'ailleurs, on retrouve cette rupture avec la réalité au niveau des sectes, parce que le phénomène des sectes est à peu près parallèle. Il y a une suggestion sur l'esprit, il y a une emprise sur l'esprit, à partir d'un gourou qui, lui, fait effet de canal, quoi, qui reçoit une puissance qu'il faut définir, et cette puissance qu'il possède, il l'utilise pour enténébrer ses adeptes, et ses adeptes sont sous sa coupe, quoi, en quelque sorte. Alors il les gouverne comme il veut. Mais c'est pas n'importe qui peut le faire. Ces personnes peuvent arriver à de tels résultats parce qu'ils agissent sur le psychisme de l'être humain. Et j'y reviendrai tout à l'heure, justement, en parlant du psychisme. Bon, je vais quand même en terminer avant tout sur ce qui concerne les aspects physiques du phénomène. Bon, tout à l'heure, monsieur disait que c'est vrai, c'est tout à fait vrai, on avait beaucoup de mal à recueillir des pièces à conviction, des échantillons. C'est pour la bonne raison qu'il n'y en a pas de pièces à conviction. Bon, nous-mêmes, nous avons recueilli des éléments d'échantillons sur des supposés points d'impact de phénomènes que, comme on pensait que c'était des engins extraterrestres, des engins venant d'autres planètes, on appelait ça atterrissage. Vous voyez, le terme était déjà un petit peu manipulateur, là. Parce qu'en vérité, c'est une vaste mascarade. Forcément, il se passe un phénomène. Mais le phénomène ne se passe pas de la façon dont on pense qu'il se passe. C'est une véritable illusion. Cette puissance-là, je préfère utiliser, avant de dire le vrai terme, utiliser le terme de puissance. Cette puissance-là, qui est aussi intelligente, est capable de nous illusionner à sa guise. Alors donc, ces illusions se présentent de telle façon qu'on croit qu'elles sont réellement consistantes. Mais en vérité, ce sont des leurres. Ce sont vraiment des leurres qui nous sont présentées pour nous faire croire qu'un objet se pose là, des êtres sortent, recueillent des échantillons, remontent en vitesse dans leur engin et partent aussitôt peut-être analyser tout ce qu'ils ont recueilli. Ouais, c'est un petit peu simpliste, il me semble, et même un peu grossier. Mais en vérité, tout ça, ça fait partie d'une vaste panoplie de phénomènes capables de nous illusionner par deux moyens particuliers dont je parlerai un peu plus en détail tout à l'heure. C'est qu'ils sont capables de nous montrer dans notre esprit des scénarios qui n'existent pas, ce sont des illusions. Ils utilisent certaines parties de notre cerveau pour nous faire croire que... Ou la deuxième chose qu'on pense réalisable, c'est que cette puissance-là est capable d'effectuer des formes matérialisées. C'est-à-dire qui ne sont vraiment pas consistantes au niveau
technologiques, matérielles. D'ailleurs, on l'aurait certainement retrouvé, comme a dit monsieur tout à l'heure, des éléments, bon, parce que c'est aussi assez curieux que si ces engins sont technologiques, qu'ils soient infaillibles aussi, parce que bon, il y a quand même, on l'a répertorié quand même, depuis le temps que ça dure, des millions, des dizaines de millions de cas d'observation, et jamais il y a eu de panne, jamais il y a eu d'incident, jamais on a pu recueillir quoi que ce soit. Forcément, parce que le phénomène n'est pas vraiment technologique, ce n'est pas des engins tôles avec des rivets, des boulons, etc. Ce sont simplement des formes matérialisées qui se présentent comme si c'était des engins bien solides. Je ne dis pas qu'il n'y ait pas quelque chose de parfaitement matériel, mais temporairement. C'est-à-dire qu'il y a une matérialisation qui s'effectue d'une manière très brève, et ensuite dématérialisation. C'est vrai parce que nous avons, parmi les recueils du matériel photographique, etc., je me souviens d'un film qui montre qu'à un certain moment, on voit un objet bien défini, quoique, je dois dire, les objets sont toujours soit lumineux, et s'ils se présentent sur une forme matérialisée, ils sont flous. Je mets au défi absolument mon ami Georges Menguer, qui est ici, qui est notre représentant en Suisse de la commission de recherche sur ces phénomènes, que maintenant, bon, on ne recherche plus ces phénomènes, mais notre tâche maintenant, c'est en connaissant un petit peu plus, on essaye d'avertir les personnes qui se font attraper par toutes ces illusions-là, quoi. Parce qu'il y en a toujours. Eh bien, M. Menguer, donc, absolument me confirmer que parmi les centaines de photos qui nous sont passées entre nos mains, ça a toujours été des éléments flous, soit des éléments lumineux, une masse lumineuse, soit une masse matérielle, enfin se présentant semi-matérielle, mais floue. On ne voit jamais de structure proprement dite. Vous voyez, ce qui montre que quand même, ce qui est flou est quand même aussi suspect de toute façon. Parce que si c'était vraiment des engins d'une structure bien définie, technologique, avec des êtres qui en connaissent un peu plus que nous, je ne vois pas pourquoi ils se cacheraient, se présenteraient pas un petit peu plus à nous, parce que, au contraire, ça serait dans leur intérêt de montrer qu'ils viennent d'autres planètes. Mais ce n'est pas le cas. Donc, ils sont capables, ces objets-là, d'apparaître, de disparaître, de se décomposer, de se recomposer, et de changer de forme même en cours de manifestation. C'est-à-dire, par exemple, on voit un objet rond, d'un seul coup, on voit qu'il devient tubulaire, ou ça devient un triangle, etc. Alors donc, il y a une transformation de forme qui se fait en cours d'évolution. Et d'autre part, bien souvent, on voit des objets qui se présentent, bon, suivant une masse lumineuse, et soudainement, cette apparition s'éteint comme un écran de télévision. Alors, c'est pas l'objet qui s'en va comme ça, qui disparaît dans le lointain à l'horizon, non. C'est bien souvent des témoins m'ont dit un objet est apparu, je l'ai parfaitement vu, puis d'un seul coup je ne l'ai plus vu. Il a complètement disparu, comme si il s'était éteint, quoi. Alors, c'est bien ce qui montre quand même qu'il y a autre chose, et que le phénomène répond plutôt du domaine de la magie, paraît par enchantement, que donner une explication par le mode technologique. Ils sont donc capables, ces objets-là, d'immatérialité et de matérialité à la fois. J'ai un autre témoignage qui me revient à l'esprit tout de suite, qui montre aussi que ces objets sont capables de prouesses absolument phénoménales et qui ne pourraient absolument pas effectuer ces prouesses-là s'ils étaient vraiment technologiques. Je me souviens qu'un ami qui avait travaillé sur les champs de tir d'expériences atomiques au Sahara, qu'avant les expériences, me disait-il, les ingénieurs filmaient au théodolite des objets qui tournaient au-dessus du champ de tir alors que c'était tout à fait secret et que donc personne ne pouvait savoir à l'avance quand aurait lieu l'explosion. Ces objets étaient quand même là. Et au moment de l'explosion, au moment où la boule de feu de l'explosion se développe, les objets ont été vus fonçant carrément dans la boule nucléaire, et ce qui est totalement impossible, quoi. Aucune matière ne peut résister à une chose pareille. Mais si on conçoit que ces objets ne sont pas vraiment matériels, tout s'explique. Vous voyez? Alors, c'est pour ça que j'aborderai plutôt dans ce sens que ce ne sont pas des objets vraiment matériels. Ils sont capables de matérialisation, ils sont capables également de nous illusionner, mais à ce moment-là, on comprend mieux le phénomène.
D'autre part, on l'a vu également, pas toujours dans le ciel et sur terre des phénomènes, on en a vu également dans la mer. J'ai recueilli des témoignages de certaines personnes qui étant sur un bateau venant de l'île de la Réunion et qui ont parfaitement vu un objet lumineux à bâbord du bateau venir sur le bateau, traverser le dessus du bateau et ressurgir de l'autre côté à tribord. Mais alors, quand je les ai questionnés, ils m'ont dit, mais on n'a pas vu de remous, on n'a pas vu de bouillonnement, on n'a pas vu de sillage, on n'a rien vu de tout ça. Ce qui paraît quand même assez difficile à concevoir quand si c'est un objet technologique. Mais encore une fois, ça peut s'expliquer si ces phénomènes sont des phénomènes d'illusion, quoi. Alors dans ces conditions, on conçoit très bien que les scientifiques ne s'intéressent pas à la question et qu'ils ont un certain dédain de pouvoir analyser ces phénomènes-là. Ils n'ont pas la possibilité de l'étudier scientifiquement, parce que si c'est des phénomènes qui ont plus recours à la magie, il n'y a pas de consistance. Et aucun scientifique n'a osé s'avancer dans ce terrain marécageux jusqu'ici. Bon, je dois dire aussi que le phénomène n'est pas constant, bien entendu. On ne voit pas de ces phénomènes-là tous les jours. Il est épisodique, il se présente périodiquement à certaines époques, mais il est toujours quand même présent. L'autre hypothèse qui a été suggérée, est-ce qu'il s'agit d'armes secrètes, etc., je ne pense pas que ça soit pensable, parce que le phénomène, comme je l'ai dit tout à l'heure, il est très ancien, il est apparu d'une forme moderne après la guerre, il y a une certaine... il se module en fonction en quelque sorte de nos croyances et de notre technologie, quoi. Il est capable également de mimétisme. Mais si c'était des armes secrètes, depuis le temps que ça dure, je crois qu'il y aurait quand même eu des fuites qui nous auraient renseignés, et humainement parlant, ça ne semble pas non plus possible. D'autant plus que le phénomène a été vu à travers les âges, et il y a très longtemps, sous des apparences plus conformes à la croyance de l'époque. Et il se métamorphose, justement, suivant les époques. Et de tout temps, si on fait également des recherches sur les chroniques anciennes, on s'aperçoit que de tout temps, il y a eu des signes qui ont apparu dans le ciel. Au Moyen-Âge, en Occident, on ne voyait pas des objets comme on voit maintenant d'une forme moderne, de disques, etc., d'apparence métallique ou lumineuse. On voyait surtout des genres de comètes, des torches, des flammes, des croix, des lances, des dragons, des lunes, des soleils, etc. Les chroniques de l'époque rapportent tout ça. En 1608, par exemple, a été recueilli dans les archives de la ville de Nice un témoignage qui relate qu'il y a eu un combat dans le ciel entre deux personnages qui se livraient une bataille entre eux au-dessus de la mer de Gênes et Marseille, je crois. Et ceci avait dû apeurer suffisamment la population, parce que ces archives mentionnent qu'on avait amené les canons dirigés vers la mer au-dessus où se déroulait le phénomène, des canons à bouée bien entendu, et qu'il y a eu 800 coups de canon tirés sur ce phénomène. Alors si c'était vraiment simplement que des petits mirages comme ça, je ne crois pas que la population aurait eu une certaine crainte et qu'il n'y aurait pas eu 800 coups de canon tirés. Alors, vous voyez, c'est quand même assez inquiétant, parce que quand on voit des phénomènes comme ça, il y a de quoi forcément se poser des questions. Je dois dire aussi d'ajouter qu'au cours de ces phénomènes que je viens de relater, là, de 1608, il y a eu des pluies de sang qui se sont opérées, qui ont justement laissé présager à la population que des événements de mauvais augure pourraient se produire. Au XVIIIe siècle, d'une manière plus rapprochée, changement de forme de nouveau de ces objets-là, on aperçoit surtout des ballons mystérieux qui allant contre le vent et laissant entrevoir des espèces d'amarres d'encre qui tombaient de ces ballons-là. Ça encore, ça a été recueilli dans des vieilles chroniques. Donc je ne pense pas que les gens de cette époque-là auraient inscrit dans ces chroniques-là des choses qu'ils n'auraient pas vues. Mais ce que je voulais dire à ce sujet-là, c'est que le phénomène prend donc une consistance en fonction de ce qu'on connaît, quoi, de l'époque. Et c'est donc seulement au début du XXe siècle qu'on a encore aperçu une autre catégorie d'objets, surtout au cours des années 1896 et 1897. Bon, c'était la fin pratiquement de la marine à voile, et on commençait à voir apparaître maintenant la machine à vapeur, quoi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, très curieusement,
des journaux de l'époque relatent l'apparition d'espèces d'objets qui tenaient à la fois du bateau constitué de roues à aubes, et en même temps qui tenaient de l'aéroplane. C'était donc à l'époque de la découverte de la machine à vapeur qui mettait fin à la marine à voile. Donc là encore, il y avait un mimétisme assez curieux d'un mariage entre un bateau et un aéroplane. Enfin, l'aéroplane n'était pas encore là. Mais c'était l'apparence de ces objets-là. En chronique, d'ailleurs, de l'époque, les appelait bateaux aériens. Et ce qui est très curieux, c'est qu'aussi, pour la première fois, c'est qu'on a parlé de personnages qui descendaient de ces objets. Des personnages habillés, non pas à la forme qu'on les a aperçus à l'époque moderne, c'est-à-dire habillés de scaphandre ou pas de scaphandre, parce que bon, en 1969, on allait mettre le premier pied sur la Lune. Donc, par anticipation, ces objets se présentaient de cette façon-là, de manière accoutrée comme des astronautes. Mais là, bon, on n'était pas encore arrivé là, en 1896, bien entendu. Et bien, tout simplement, les personnages étaient habillés comme les gens de l'époque, qu'on l'a aperçu. Oui, c'est quand même assez curieux. Mais donc, il y a quelque chose qui semble nous singer, en quelque sorte, nous modeler en fonction de ce que nous sommes, de connaissances, et qui nous connaît parfaitement. Donc, il y a quelque chose de beaucoup plus puissant derrière tout ça. Je voulais dire, donc, pour conclure, pour passer à un autre aspect du problème, que le phénomène s'adapte à notre technologie en la singeant grossièrement. Voilà ce que je voulais dire. À l'époque moderne, après-guerre, les ovnis modernes, disques lumineux ou d'apparence métallique, on pensait donc avoir affaire à des engins spatiaux. Alors donc, je résume, le mythe extraterrestre apparaît, et ensuite il y a des scénarios, des mises en scène, apparition de créatures d'aspect humanoïde, atterrissage, recueil d'échantillons. Les humanoïdes apparaissent parfois d'une manière robotique, d'allure rigide, marchant comme des robots, ou parfois, encore plus inquiétant, sous aspect animal, et même des fois reptilien. On l'a aperçu, et c'est là que ça nous éclaire un peu plus, c'est qu'on l'a aperçu, c'est dommage, je n'ai pas apporté ces documents, mais on l'a aperçu des êtres qui tenaient vraiment de l'animal, avec des oreilles pointues, il n'avait rien de l'apparence réellement humaine. Est-ce qu'il peut exister des humanités capables d'abriter des créatures pareilles et sachant piloter des engins aussi extraordinaires? Ça paraît totalement aberrant. On retrouve toujours cet aspect grossier, qui n'est pas précis, flou, qui est beaucoup plus proche du côté de la singerie, et plus proche au niveau humain de l'animal que de l'être humain lui-même. Alors vous voyez, on commence là à cerner un petit peu le phénomène, non plus sous son apparence, mais sur ce qu'il cache réellement sous sa véritable nature. Donc tout ceci, ce sont des leurres. Enfin, ces leurres ont été construits réellement par l'intelligence qui se trouve derrière. Parce qu'il semblerait que ces phénomènes ne sont jamais que des intermédiaires d'une intelligence qui est très supérieure, je dirais même certainement à la nôtre, parce que pour faire ces réalisations magiques-là, il faut vraiment une intelligence quand même très forte. Elle nous connaît beaucoup mieux que peut-être nous connaissons nous-mêmes. Bon, là, je m'avance peut-être un petit peu. Mais, pour vous dire réellement comment le phénomène, en vérité, depuis de très longtemps, se déploie devant nous, en se moquant un petit peu de nous, parce que vraiment, il n'y a pas de respect dans cette attitude-là. On nous prend presque pour des êtres inférieurs, des êtres qui, eux, se prétendent de nature supérieure, des êtres venant de planètes beaucoup plus avancées, en nous considérant presque comme des rats de laboratoire. C'est pas tellement plaisant pour nous. C'est un peu se moquer de la créature humaine. Alors, ça ne tient pas, vous voyez, cette explication extraterrestre telle qu'on nous le présente généralement, et malheureusement les médias abondent totalement dans ce sens-là. Jamais on a essayé d'approcher le problème d'une autre façon, comme j'essaye de le faire ce soir. Chaque fois, d'une manière médiatique, bon maintenant un petit peu moins, mais vous avez certainement vu pendant un certain temps les émissions mystères de la télévision. Ceci a fait beaucoup plus de mal que de bien, parce que qu'est-ce que ça a produit? Ça a produit une curiosité encore beaucoup plus étendue sur ces problèmes-là, pas seulement sur les ovnis, mais
pour tout ce qui concerne l'occulte. On l'a banalisé en quelque sorte le problème, quoi. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il y a eu beaucoup plus de gens qu'ordinairement qui se sont lancés dans l'occultisme, quoi, d'une manière générale, quoi. Alors on se demande si des fois c'est pas un petit peu voulu tout ça, parce que moi je sais que j'ai essayé d'intervenir à plusieurs occasions, on m'a complètement ignoré. Alors j'ai l'impression que bon, c'est peut-être beaucoup m'avancer à dire ça, mais en fonction de ma propre expérience, j'ai bien l'impression qu'on ne veut pas qu'on aborde le problème sous sa véritable dimension, et qu'on désire plutôt laisser l'opinion publique un petit peu dans le flou, de pas trop l'inquiéter, quoi. Parce que c'est vrai que le problème est inquiétant, si on en parle vraiment. Ça serait peut-être même malsain, les gens commenceraient à se poser des questions, d'autant plus que... Et puis comment voulez-vous aussi que les autorités, aussi bien civiles que militaires, comme je sais que pendant un certain temps, ils ont récolté suffisamment d'informations, parce qu'ils ont quand même des moyens beaucoup plus étendus que les moyens privés, ne connaissent pas, du moins à un certain échelon, la véritable nature des phénomènes, mais ils ne peuvent pas en parler. Parce que comment voulez-vous qu'on reconnaisse des phénomènes qui nous échappent complètement et qui n'ont pas véritablement de matérialité? Il faudra reconnaître qu'il y a quelque chose qui tient pratiquement du domaine surnaturel, quoi. Alors ça, c'est pas faisable. Ça heurte complètement notre rationalité, quoi. Ces phénomènes irrationnels heurtent notre rationalité. Alors il y a des blocages. On ne peut pas véritablement en parler. C'est pour ça que je soulignais sur le thème de la fichette que c'est les raisons pourquoi on ne peut pas vraiment aborder la question telle que j'en parle actuellement, parce que le véritable éclairage qu'on peut avoir, c'est à partir justement de l'éclairage de l'esprit, quand cette force-là est une force d'aveuglement, une force d'enténébrement de l'esprit. Alors donc, ce n'est pas par les ténèbres eux-mêmes qui vont nous éclairer, il faut essayer d'obtenir un certain discernement, et le discernement ne peut s'effectuer que par l'esprit. Il y a encore beaucoup de choses à dire. J'ai oublié de parler des bruits. C'est intéressant à noter parce que quand il y a eu des bruits enregistrés au cours de ces manifestations, des créatures qu'on a aperçues, ça n'a jamais été un langage vraiment audible, un langage par exemple qui pourrait être modulé, quoi, peut-être dans une langue inconnue, mais enfin qui se rapproche quand même de certaines articulations. Là, non, pas du tout. Quand on a recueilli des bruits de ces créatures, ça a été des grognements, des sifflements, des aboiements, des altercations violentes, etc. Et il y a un parallélisme assez flagrant, et là on découvre tout de suite le poteau rose, c'est qu'il y a un parallélisme assez flagrant avec les bruits qu'on a recueillis au cours des exorcismes. Bruit effrayant, hennissement de chevaux, klaxon d'auto, claquement de porte, rire sarcastique, sanglots, roulement de tonnerre, etc. Quand on connaît les sphères du curé d'Ars, bon, on voit quoi on a à faire. Vous voyez, là, maintenant, je crois que on commence à entrevoir la véritable nature du phénomène. Quant à l'attitude des humanoïdes, là aussi, elle est tout à fait conforme à l'aspect diabolique. Indifférence aux témoins, totale indifférence. Parfois, ils ont un air moqueur, ricanement, étonnement, faisant un semblant de curiosité lorsqu'ils aperçoivent un témoin. Parce que je pense que même quand des objets sont vus de très près, que ce n'est pas par hasard, quoi. C'est assez fortuite. Ils savent très bien qu'il y a un personnage qui est dans son champ, par exemple, et qu'ils vont jouer leur petit cinéma, quoi. Alors forcément, le témoin va les raconter ça, les journaux vont s'en saisir, et puis voilà, ça va faire le tour de tous les journaux, quoi. Et le tour aura été joué. Les odeurs aussi, des odeurs ont été très caractéristiques qui ont été recueillies au cours de certaines manifestations. Odeurs de soufre, d'ozone, odeurs infectes, insupportables. Quand c'est pas toujours le cas, lorsqu'on constate qu'il y a ces odeurs. Alors là, c'est encore le signe quand même d'une manifestation très caractéristique des manifestations diaboliques. Les humanoïdes, bon, j'en ai parlé, bon, j'ai encore quelques mots à dire. Il y a des catégories, il y a autant de catégories qu'on veut, quoi, hein. Je me souviens qu'on avait essayé de cataloguer les différents types d'humanoïdes,
Puis on s'est aperçu qu'il y en avait tellement que c'était pas possible, quoi, de catholiques. Il y avait toutes les formes possibles. Alors il faudrait supposer à ce moment-là, si c'était extraterrestre, qu'ils viennent d'une multitude de planètes, quoi, de différentes races, et c'est absolument aberrant. Les types, je l'ai dit tout à l'heure, il y avait autant de types qu'on peut imaginer, le type robot ou aspect animal, j'en ai parlé, mais justement, type animal est une caractéristique. On l'a observé des êtres qui avaient, je m'excuse de dire ça, mais c'est tout à fait vrai, les pieds et les mains palmés. Oui. Mais c'est quand même assez invraisemblable d'observer des choses pareilles. On l'a observé des nains à grosse tête, etc. Enfin tout ça, c'est pas très joli à décrire. Et des apparences aussi, des apparitions d'elfes, de lutins, enfin des apparitions très conformes aux elfes et aux lutins du XVIIe et XVIIIe siècle qui ont disparu d'ailleurs avec l'apparition de l'ère moderne. C'est-à-dire qu'il y a eu une apparence nouvelle finalement qui s'est opérée, quoi. Bon, ceci dit, donc, j'en terminerai avec tout l'aspect physique du phénomène tel qu'il se présente. C'est pas la peine de rentrer dans les détails, je crois que c'est assez consistant pour décrire un petit peu la façon dont se présente le phénomène à nous, c'est cet aspect physique. Les ovnis ont aussi une action de puissance, je l'ai dit tout à l'heure, de suggestion et de fascination sur l'esprit, c'est-à-dire qu'il y a une sorte d'emprise psychique sur l'esprit. Et ceci s'apparente tout à fait très bien également avec les phénomènes paranormaux. Les personnes qui ont été sujets à des manifestations rapprochées d'ovnis, en général, voient dans leur environnement le déploiement de phénomènes paranormaux. Maintenant, j'ai des personnes qui, bon, par nos publications, on dévoile un petit peu l'aspect du problème. J'ai des personnes qui me téléphonent pour se confier un petit peu des problèmes auxquels ils sont sujets. À partir d'un phénomène ovni, eh bien, il y a toute une section de manifestations paranormales qui se déroulent dans leur environnement. Bon, par exemple, des apparitions d'entités, des phénomènes paranormaux du genre lévitation, poltergeist, c'est-à-dire poltergeist, déplacement d'objets sans intervention humaine. Ce qui montre qu'il y a une parenté entre tous ces phénomènes. Je me souviens, il fut un temps, j'avais dit que j'avais fait un rapprochement entre les phénomènes ovnis et les phénomènes paranormaux, et on s'était moqué de moi parce qu'on lui avait dit comment voulez-vous expliquer un phénomène par un autre phénomène. Mais c'est pas du tout ça, c'était que je voulais montrer que les phénomènes ovnis étaient comparables aux phénomènes paranormaux, capables de manifestations magiques, d'apparaître, disparaître, de se produire d'une manière tout à fait inconcevable pour nous, quoi, sur l'aspect physique. C'est ça que je voulais souligner. Ces phénomènes, finalement, sont proches de l'ancien spiritisme. D'autant plus que certains personnages, des êtres comme vous et moi, prétendent être en relation avec les extraterrestres. Au contraire, quand on s'y attentionne un peu plus près, c'est là qu'on s'aperçoit qu'il y a une relation de cause à effet. Parce que les contactés, bon, ça c'est un terme qui a été donné par ceux qui s'intéressent aux ovnis, contactés, sous-entendu, extraterrestres. Mais en vérité, le contacté, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est ni plus ni moins qu'un médium. Parce que, bon, au début, il y a une rencontre rapprochée avec un phénomène ovni, et par la suite, le phénomène ovni n'est plus indispensable, mais la personne, elle reçoit des sortes de messages dans son mental, se prétend à partir de ce moment-là être en relation de pensée avec les créatures extraterrestres. Et ça, ce phénomène est tout à fait réel. C'est intermédiaire donc avec des esprits. Bon, si on transpose ce phénomène extraterrestre à ce niveau-là, les contactés, c'est ni plus ni moins que des médiums qui sont en rapport avec la même puissance que ceux qui trompent d'une manière par les esprits. Nous vivons dans une société matérialiste qui fait que ces problèmes-là, on n'ose pas trop en parler aussi ouvertement que je le fais ce soir, mais si on va voir un petit peu dans les pays, par exemple, d'Amérique du Sud, au Brésil en particulier, j'ai eu la possibilité d'y séjourner pendant un certain temps d'étudier certains phénomènes sur place. Bon, qu'est-ce qu'on constate? On constate, par exemple, au Brésil, il y a 80 à 85% de la population qui s'adonne à la macumba. Bon, la macumba, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement de la magie. Ils se mettent en relation avec les divinités, qui sont ni plus ni moins que des créatures démoniaques du même type que la mascarade des ovnis. C'est exactement la même chose pour moi. Mais là-bas, on en parle vraiment. Donc, d'une manière générale, si on regarde l'arbre aux fruits qu'il porte, eh bien, le fruit des ovnis est mauvais.
On sait très bien qu'un bon arbre porte de bons fruits. Ça, c'est la règle du discernement. Vous le reconnaîtrez à leurs fruits. Dans Luc chapitre 6, verset 43, ou encore dans Saint Matthieu chapitre 12, verset 34, qui nous éclaire, c'est par son fruit qu'on reconnaît l'arbre. Alors, je vous lis, le fruit des ovnis est donc mauvais. Dans certains cas de manifestation, il y a des rayonnements qui sont jetés sur le personnage qui le paralyse, il est jeté à terre. Il y a aussi toute une quantité de troubles psychiques qui se déclarent à la suite de certaines manifestations d'ovnis et même de marquages physiques, des empreintes, sortes de stigmates. Bon, je pourrais citer des cas, mais enfin, à quoi bon? Tout ça ne peut pas nous amener bien loin. Mais il y a surtout, et ça c'est beaucoup plus grave, viol du cerveau, de la conscience, il y a viol psychique. C'est cette puissance de manipulation des ovnis est capable d'intervenir à l'intérieur de notre cerveau. Il y a des scénarios qui sont effectués, scénarios grossiers d'enlèvement, de rap, etc. En vérité, ça n'existe pas. Ça n'existe que ce n'est simplement que une sorte de cinéma paranormal qui se développe à l'intérieur du psychisme. Parce que ce qui est intéressant de savoir, lorsque des personnes approchent un phénomène, je dis pas, c'est pas tout le temps, mais dans certains cas, des personnes qui approchent le phénomène, d'abord, par exemple, un ovni lumineux qui se présente tombe dans l'inconscience. Quand ils reprennent conscience, ils s'aperçoivent d'abord qu'il s'est écoulé beaucoup plus de temps que la normale. Certains spécialistes de ces questions-là, américains surtout, ont eu l'idée d'inoptiser ces personnes pour voir un petit peu ce qu'ils allaient dire dans cet état d'hypnose. C'est à partir de ce moment-là que se sont dévoilés les scénarios d'enlèvement. En état d'hypnose, qui lui pose des questions, raconte tout un scénario qui a été enlevé, qui a été examiné à l'intérieur de l'OVNI, qu'on lui a fait peut-être des analyses de sang, etc. Enfin, tout ça, c'est une véritable mascarade parce que ça n'a jamais eu lieu. Ça a été un scénario qui a été inscrit dans le cerveau de l'être humain et qu'on a recueilli de cette façon-là. Mais ça n'a aucune crédibilité parce que quand on hypnose quelqu'un, la personne qui est hypnotisée peut raconter tout un scénario qu'on lui a mis dans le cerveau, qui n'a jamais existé, en vérité. Mais c'est certainement comme ça que ça doit se passer. Parce que même un hypnotiseur est capable de faire ça, c'est-à-dire d'agir dans l'inconscient de l'être humain, de lui inscrire une fausse réalité, on ne s'en souviendra plus, mais on pourra le retrouver en replongeant en état d'hypnose et va raconter tout ce qu'on lui a incrusté dans le cerveau. On peut faire tout ce qu'on veut. Donc l'objectif finalement de tout ça, parce que on pourra en parler pendant des heures, ça ne nous apporterait pas grand-chose. Je voulais simplement vous dresser un petit aperçu de ce qu'était réellement le phénomène OVNI, d'une manière tout à fait différente de ce qu'on en parle généralement. Finalement, l'objectif poursuivi, c'est de semer la confusion dans les esprits et aussi d'enténèbrement. Une discipline aussi est née, c'est une sorte de croyance qui s'appelle l'ufologie, qui n'est pas bonne non plus. Je me reproche d'en avoir fait partie pendant un certain temps parce que j'ignorais carrément la véritable nature du phénomène. Parce que l'ufologie, finalement, ceux qui se spécialisent dans ces domaines-là, deviennent des promoteurs et propagateurs du mythe ovni et extraterrestre. Donc ça va dans le mauvais sens. Pour nous amener tout ça à croire à une civilisation soi-disant supérieure d'origine extraterrestre en exerçant des singeries grossières et qui place en quelque sorte la créature à la place du créateur. Finalement, le phénomène OVNI, comme il s'est manifesté au début des années 50, c'est qu'il aura été en quelque sorte précurseur du mouvement New Age. Parce que à partir des ovnis, il y a eu une porte qui s'est ouverte sur toutes les anciennes techniques occultes du paganisme, mis sous le boisseau jusqu'ici, qui étaient réservées que pour une minorité de sectes, sociétés secrètes, etc., qui utilisent ces moyens-là pour se mettre en relation avec ces entités. Alors, d'un seul coup, tout ceci est sorti de l'ombre, puis il y a une floraison extraordinaire de toute une littérature sur toutes les techniques possibles de l'occultisme. Tout de suite après l'intervention des hommes, et qui a amené maintenant à une véritable confusion de l'esprit, si bien que les gens ne savent plus à quel saint se vouer, qui nous déstabilise, d'une manière générale. Ça peut nous sembler inquiétant de parler de toutes ces questions-là, moi-même je m'en excuse, mais il me semble qu'il est quand même bon de ne pas ignorer ce problème, afin tout simplement de s'en préserver, parce qu'il est certain qu'il y a des astuces qui sont assez pernicieuses et qui nous empêchent d'y voir clair, suivant certains artifices, et qui font que des doctrines occultes se banalisent et que tout le monde pense que c'est tout à fait innocent, et puis ça conduit finalement à perdre l'individu sur le plan de sa propre identité spirituelle, parce que au lieu de monter, il descend carrément dans les abysses les plus profonds des abysses infernaux,
il y en a même de plus en plus malheureusement, des personnes qui ont trafiqué un petit peu avec tout ça et qui sont complètement déstabilisées, qui ont perdu complètement pied avec la réalité, quoi, et qui vivent dans une autre réalité. Le danger, il est d'ordre spirituel, il n'est pas autrement. C'est finalement de perdre l'individu dans la partie la plus noble qu'il possède, c'est son esprit, quoi. Comme cette intelligence ne peut pas intervenir directement au niveau de l'esprit, parce que bon, l'esprit, c'est quand même la partie la plus importante de l'être humain, alors ils ne peuvent pas y toucher. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils biaisent d'une certaine façon, ils essayent d'atteindre notre psychisme par l'inconscient, le subconscient. Comme c'est la partie la plus fragile de l'être, des sens, etc., donc avec action suggestive, de fascination, etc., le plus grand tort qu'on a, c'est de justement attentionner. C'est là qu'on se fait avoir. Ces phénomènes ont été quand même prévus d'une certaine manière dans certains écrits bibliques, surtout de l'Apocalypse. Et puis il y a certains messages. Je pense qu'en tant que catholique, vous connaissez le message de la Salette, de Mélanie Calvat, etc. Eh bien, dans son message, elle rapporte exactement tous ces phénomènes. Il y a une correspondance assez frappante entre l'Apocalypse, par exemple, verset 9, où il est relaté que le cinquième ange, et où il est question d'une étoile qui tombe du ciel, procède à l'ouverture du puits de l'abîme, en correspondance avec un certain passage du message de la Salette. Je vais d'abord vous citer le passage de l'Apocalypse de Saint Jean, qui s'y rapporte. L'ouverture du puits de l'abîme, c'est-à-dire, bon, le puits de l'abîme, qu'est-ce que c'est? C'est l'enfer, quoi. Et il se leva du puits une fumée d'une grande fournaise. De cette fumée s'échappe sur la terre des sauterelles, et il leur fut donné de nuire aux hommes qui n'ont pas le sceau de Dieu sur leur front. Il leur fut donné de les tourmenter. Elles ont à leur tête l'ange de l'abîme, Apollon. Or, Apollon, ça c'est une divinité grecque du panthéon des dieux grecs. C'est certainement correspondant au Lucifer judéo-chrétien, quoi, parce que il y a des correspondances lorsqu'on s'y attentionne un petit peu plus. Et peut-être même le prince de la puissance de l'air. Il y a une analogie assez frappante qui est avec un certain passage de saint Paul à ce sujet-là. Bon, alors maintenant, cette vision de l'Apocalypse se trouve, donc, je le disais, une singulière résonance avec le message de la Salette Mélanie Calvat en 1848 qui dit « En l'année 1864, Lucifer, avec un grand nombre de démons, seront détachés de l'enfer, donc là, du puits de l'abîme, hein, c'est la correspondance. Ils aboliront la foi peu à peu, et même dans les personnes consacrées à Dieu, ils les aveugleront d'une telle manière. Ils auront un très grand pouvoir sur la nature. Il y aura des églises pour servir ces esprits, c'est-à-dire les sectes occultes, les sectes sataniques, etc. Des personnes seront transportées d'un point à un autre par ces esprits mauvais, parce qu'ils ne seront pas conduits par le bon esprit de l'Évangile. C'est tout à fait justement dans le phénomène ovni, ça on le constate. Il y a des personnages qui, à la suite d'une confrontation d'un phénomène ovni, se sont retrouvés, d'abord ils sont tombés inconscients, lorsqu'ils ont repris leur sens, se retrouvaient à un endroit totalement différent de l'endroit initial où ils étaient. Et c'est qui correspond parfaitement à ce que dit le message de la Salette. Ils seront transportés d'un lieu à un autre par ces mauvais esprits parce qu'ils ne seront pas conduits par le bon esprit de l'Évangile. Et il est dit également, une chose qui s'est accomplie, on ressuscitera des morts et des justes. Il y a maintenant des techniques électroniques qui permettent, tenez-vous bien, de pouvoir visionner ces entités, quoi. Cette technique s'appelle la transcommunication. Sur écran de télévision, on est capable maintenant de faire apparaître des spectres, quoi. Et ça, je peux vous l'assurer. Il y a des organisations qui répandent tout ça. Et quand j'ai essayé d'intervenir, c'est là qu'on voit qu'il y a une puissance, j'étais éjecté carrément. Et on voit qu'il y a une puissance derrière tout ça, quoi. C'est exactement correspondant également avec ce passage, on ressuscitera des morts et des justes. C'est ni plus ni moins que du spiritisme effectué avec des moyens modernes, électroniques. Il est encore dit dans ce passage, on refuse le surnaturel divin, on sera confronté au surnaturel diabolique. J'essaye de citer des éléments qui sont intéressants au niveau de certaines apparitions de la Vierge. Par exemple, à Bayezid, ou New York, le 13 septembre 1974, la voyante dit « Dieu le Père trouve nécessaire que tu informes les hommes de science que les véhicules connus sous le nom d'OVNI sont envoyés par l'enfer pour tromper et déconcerter l'humanité en lui faisant rechercher un autre monde, celui des extraterrestres, lequel n'existe pas. » Ceci est tout à fait compatible avec tout ce qu'on connaît du phénomène. Le 28 septembre 1974, un autre message dit, et qui correspond au message de la Salette et également à l'Apocalypse de Saint Jean, du puits de l'abîme, de nombreux véhicules de l'enfer sont maintenant lancés sur le monde. Beaucoup d'hommes seront témoins de ce phénomène provenant de Satan. Ne vous laissez pas abuser, ces véhicules existent, mais ils sont un phénomène surnaturel provenant de l'abîme de Satan. Ils sont la manifestation des derniers jours de Satan pour troubler l'humanité et la remplir de désordre.
ceci, qui est tout à fait correspondant avec le déferlement de toute une littérature qui est dit également dans le message de la Salette, les mauvais livres abonderont sur la terre. Actuellement, vous rentrez dans une librairie, il y a un rayon très spécialisé pour tout ce qui concerne l'ésotérisme et l'occultisme. Et tout ce qui était avant caché, qu'on n'osait pas diffuser, maintenant n'importe qui peut utiliser des techniques diaboliques pour se mettre en relation avec les démons. C'est absolument incroyable. Mais rentrer dans n'importe quelle librairie, c'est très rare si vous ne voyez pas un rayon de l'occultisme, quoi. Alors c'est à la portée de n'importe qui, quoi. Et ça déséquilibre les gens. Après, on s'étonne qu'il y ait un détachement de la foi chrétienne. Mais forcément, vous savez que le pape Léon XIII a eu une vision où le démon demandait un sursis de 100 ans. Bon, si on fait 100 ans de plus, ça fait bien 1964, et c'est à partir de là. Les ovnis ont surgi au début des années 50, les ovnis modernes, quoi, à partir des années 60, et c'est suivi tout de suite après les ovnis un déferlement de toutes les techniques occultes, quoi. Maintenant, c'est la banalisation. Si bien que plus personne n'en a peur, au contraire, moi je rencontre des jeunes qui demandent à être en contact avec les entités qui supposent être soi-disant extraterrestres, etc. Mais quand j'essaie de leur montrer à quoi on a affaire, je suis repoussé violemment, je suis tout à fait déconsidéré, quoi. Il n'y a pas de dialogue possible. Ce qui montre l'état de pollution dans lequel on est maintenant, quoi. Et c'est extrêmement grave parce que les médias ont aidé à ça. La télévision, les émissions de mystère, les émissions de ceci, cela. On voit beaucoup d'émissions sur la magie, on voit des émissions sur tout ce qui est diabolique, quoi. Alors tout ceci banalise ces questions. Voilà la partie malheureusement inquiétante que je voulais simplement dévoiler, parce qu'il me semble qu'il faut mieux avertir que guérir, vous voyez. Parce que moi, quand je rencontre des jeunes qui ont trafiqué dans l'occulte et que je vois à l'état où ils s'en sont réduits, c'est-à-dire de véritables locumènes, et qu'on ne peut plus rien faire pour eux, malgré tous les efforts possibles, eh bien, c'est vraiment triste, je peux vous l'assurer. Bon, il y en a que j'arrive à récupérer, parce que maintenant, au but, c'est essayer. Bon, puisque ça a été mon chemin, je suis passé par ces mauvaises portes, j'ai pu m'en sortir par la Sainte Providence, je vous le dis sincèrement. J'étais vraiment aidé. Je ne pourrais pas être là ce soir pour vous en parler. J'ai compris maintenant que je suis passé par toutes ces étapes-là pour les comprendre et pouvoir essayer d'aider ceux qui maintenant s'y font attraper. Tous les semaines, j'ai 3-4 appels téléphoniques, des jeunes surtout, mais aussi des personnes moins jeunes, qui sont complètement piégées dans ces domaines-là, parce que bon, c'est tout répandu, et qui ne savent plus où ils en sont, ils ont perdu contact complètement avec la réalité. Connaissant le sujet, j'arrive à discuter à leur niveau, quoi. Alors, il y a une certaine confiance qui s'établit, et je sais qu'ils me cachent l'essentiel. Quand je leur montre que je connais le sujet, ils disent « Ah ben tiens, oui, s'il me dit ça, c'est qu'il connaît. » Parce qu'à ce moment-là, je dis « Mais vous avez fait ceci, vous avez pratiqué ceci, oui, c'est ça. » Ils lâchent le morceau, en quelque sorte. Et ils me disent exactement la source de leur problème qu'ils voulaient me cacher, au départ. Alors à partir de ce moment-là, tout dépend de la personne, si elle désire vraiment s'en sortir ou pas. Si elle a été un petit peu trop loin, il y a une irréversibilité qui s'est produite. Et je ne peux pas les ressortir, c'est pas possible. De toute façon, on peut les sortir qu'avec l'aide de Dieu, ça c'est certain, mais la plupart, il y a une chose aussi que j'ai oublié de dire, c'est que toutes les personnes qui s'adonnent forcément dans ces chemins tortueux, ce sont des personnes qui sont athées, qui ne sont pas croyantes et qui s'adonnent à l'occultisme, quoi, forcément, quoi, sinon ils ne le feraient pas, de toute façon, c'est certain. Alors voilà, c'est la partie inquiétante. Je sais que c'est difficile d'en parler, et que moi, personnellement, je refuse de faire de conférences publiques, parce que, d'abord, je ne suis pas conférencier, et d'autre part, les derniers essais que j'ai faits, c'était l'année dernière, M. Georges Wenger était avec moi, à Strasbourg. Je me suis fait piéger parce que j'avais été invité dans un groupe pour donner une conférence, pas sur les ovnis, d'une manière générale, sur la séduction de l'occulte, quoi. Et puis, bon, j'ai constaté que la personne qui m'avait invité, elle était dans l'esprit du New Age. J'avais été déjà mis au parfum parce que le titre de la fichette que j'avais demandé de faire, c'était « Vous serez comme des dieux ». Alors, curieusement, je constate que tout a été changé. Je m'étais posé des questions, puis tout de suite j'ai eu la réponse, parce que, alors forcément, il y a eu des réactions violentes, vous comprenez, après coup, quoi. Parce que elle m'a avoué recevoir une instruction à partir d'un maître asiatique. Elle a été enseignée par la lumière universelle. Vous savez, on emploie tous les mots qu'on veut. Certains vont parler de conscience cosmique, de conscience universelle, de conscience christique, qui n'a rien à voir avec le Christ, bien entendu. C'est le Christ intérieur, c'est d'ailleurs l'introspection du soi oriental, etc. Il est bien certain que à partir de ce moment-là, on sait à quoi on a affaire. Il y a tant à dire. Si vous voulez, moi, vous pouvez me poser aussi des questions. J'y répondrai avec plaisir, parce que, disons, en fonction de ce que j'ai dit, ça permet déjà peut-être d'aborder un certain débat. Je ne sais pas, c'est vous qui voyez, sinon... Voilà. Voilà. Vous avez entendu parler
d'un certain Maître Rea. Maître Rea. Non, vous ne connaissez pas, c'est un personnage curieux. Bon, on m'a envoyé énormément de copies de tout ça, qui se prétend l'instructeur du monde, quoi. C'est-à-dire le Christ, quoi. Et c'était forcément un faux Christ, quoi. Mais ce personnage vivrait actuellement dans une communauté asiatique à Londres, et il serait capable d'apparaître, de disparaître un peu partout sur le globe. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Moi, je trouve qu'il faut être assez prudent parce que, bon, s'il a été hautement initié à ces doctrines diaboliques, il possède certains pouvoirs, certainement. Moi, je ne pense pas que ce soit l'Antéchrist, parce que pour que ça soit l'Antéchrist, il faut quand même qu'il y ait un pouvoir autrement que ça. Il faut qu'il y ait le pouvoir politique, il faut qu'il y ait le pouvoir religieux, etc. Parce que l'Antéchrist, je pense que ça va dans le sens des nouvel ordre mondial, gouvernement mondial, la religion universelle. Et qui est-ce qui peut diriger ça? Certainement pas un être humain ordinaire. Déjà, quand on voit ce qui se passe en politique un peu partout, on a du mal à maintenir les ficelles. Alors, il faut que ce soit quelqu'un qui ait quand même des capacités, disons, paranormales en quelque sorte, quoi. Il faut qu'il soit investi par l'esprit de Satan, il faut le dire carrément. C'est ça l'Antéchrist. Alors, bon, ce personnage est, à mon avis, un des Antéchrists, quoi. Et qui prépare le véritable Antéchrist. Bien sûr. Ah, quand c'est tout justement, vous faites bien de souligner le contraire. Vous avez dit un mot clé, là. Un mot clé. Parce que tout ce qui concerne toutes ces questions parapsychologiques, etc., les domaines des ténèbres, quoi, c'est toujours dans un domaine inversé par rapport au Christ. C'est toujours dans une inversion. Et même au niveau psychologique, sur l'aspect biologique. Parce que vous savez que nous avons deux cerveaux. Nous avons le cerveau conscient, qui est le néocortex. Bon, ça c'est biologique. Et puis vous avez le cerveau inconscient, qui est le paléocortex. Alors, ça c'est une chose très importante. Parce que pour être en relation avec les esprits déchus, les démons, il faut être dans un état spécial qu'on appelle l'état altéré de conscience. C'est-à-dire, vous savez que le cerveau émet 4 types d'ondes alpha, de partir d'alpha, les ondes alpha qui vont entre 8 à 12 Hertz de fréquence, jusqu'au cycle bêta qui avoisine à peu près les 4 Hertz. L'état alpha, c'est un état qui est entre l'état de veille et l'état de sommeil, quoi. L'état de transe. Et l'état de transe est absolument nécessaire, c'est le point clé de toutes les doctrines occultes, de toutes les pratiques occultes. Vous avez parlé d'inversion, en renversant notre partie naturelle, quoi, c'est-à-dire qu'on met en avant l'inconscient, quoi, en court-circuitant le conscient. En état normal, on est dans l'état conscient. Il y a quand même du juste dans ce que vous dites, parce que Hitler a été initié par une société secrète, le groupe de Thulé. Il a été véritablement initié. Alors lui, il a été, en quelque sorte, le jouet, quand Hitler a commencé à faire ses discours dans les tavernes de Munich, et qu'il avait déjà écrit Mein Kampf, les Illuminati ont tout de suite repéré que c'était un personnage qu'ils pouvaient utiliser au moment fortuit, parce qu'il y avait une grande crise à cette époque-là en Allemagne, et donc il a été utilisé par une puissance beaucoup plus forte que lui. Et en l'initiant, qu'est-ce que c'est un initié? C'est quelqu'un qu'on met justement en communication avec ces puissances dont je vous parle. Parce que l'être humain par lui-même ne peut pas obtenir cette puissance-là, c'est pas possible. Je parlais de l'état de transe, vous m'avez interrompu, mais c'était très important, parce que l'état de transe qui utilise l'inconscient en renversant, en déconnectant le conscient, en mettant l'inconscient en avant, à partir des ondes alpha du cerveau, ça débouche sur une certaine résonance vibratoire qui met en relation directe avec cette puissance-là. Ce qui veut dire que cette puissance a un niveau vibratoire, d'une certaine manière. Si on se met en résonance avec cette puissance-là, il y a une relation qui se fait. Et la personne qui possède cette puissance, c'est pas elle qui le possède, c'est l'entité qui, en quelque sorte, par l'état de transe, l'incorpore. C'est très proche de l'état de possession, ça. Mais la capacité de suggestion, comme avait Hitler, pour obtenir le résultat qu'il a obtenu, humainement, ça semble difficile. Il avait une puissance avec lui qui n'était pas la sienne, qui était une puissance démoniaque, quoi. C'est ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. En fonction de tout ce qu'actuellement, l'ouverture du puits de l'abîme, justement, eh bien, j'ai bien l'impression qu'on arrive à un certain aboutissement de tout ça, du véritable Hitler, mais le véritable Hitler cosmique à ce moment-là, qui lui risque d'avoir le monde dans son contrôle total. Actuellement, on est en train de mettre au point beaucoup de choses, vous savez, du contrôle total. Dans l'Apocalypse, il est indiqué que, par exemple, il y aura un marquage et que ceux qui auraient ce marquage ne pourraient ni acheter ni vendre. Je sais que par des correspondants américains qu'on l'a accédé déjà à ce qu'on appelle des puces électroniques qui sont capables d'être incorporées dans la peau de l'être humain. C'est tellement minuscule, ce qu'on appelle le microchips. Je ne veux pas trop parler de toutes ces questions-là, mais c'est tout à fait réel, quoi. On arrive progressivement, étape par étape, vers un contrôle de l'être humain. Et c'est extrêmement grave, parce que Dieu nous a donné le don de liberté. Là, on s'en va sur le règne de l'Antéchrist, quoi. Maintenant, on arrive à un point où on vit tous les mêmes choses en même temps, quoi, grâce aux télécommunications, etc. Donc, on va vers la mondialisation de tout, quoi.
Et qu'est-ce qui peut tenir un pouvoir comme ça? Ben, à mon avis, ça ne peut être que l'antéchrist. Comme vous êtes un spécialiste de ces questions, j'aimerais savoir si vous avez entendu parler ou si vous connaissez dans les détails les œuvres d'autres personnes qui ont travaillé sur l'aspect physique et technique. J'ai rencontré plusieurs livres, dont un ici qui m'a vraiment surpris par un auteur australien qui écrit en anglais et qui s'est prétendu américain, mais d'origine... Standeyo. Exactement, voilà. Je connais, oui. Alors, et la conspiration cosmique, vous l'avez lu? Oui, je connais ça depuis 5 ans à peu près. Bon, parce que des fois je suis appelé, bon, plus maintenant, je ne veux plus faire tout ça maintenant, mais il y a quelques années, j'étais appelé un peu partout pour faire des conférences, participer à des congrès, etc. Et j'étais appelé au Canada pour faire des conférences à Montréal et à Québec en 1984, je crois. Et c'est assez curieux ce que vous me dites, parce que bon, j'avais fait un certain plan de conférence. J'arrive à Québec et je rencontre un certain Bernard Milot, qui lui, son titre de conférence était la conspiration cosmique. C'était pratiquement la conférence que moi je proposais. Alors c'est quand même, oui, des fois c'est des coïncidences assez curieuses. Mais j'ai vécu beaucoup de situations de ce genre-là. Alors justement, c'est là qu'est intervenu ce fameux Standeyo, parce que c'est lui qui a fait la traduction en langue française. C'était en anglais au départ. Ouais, c'est ça. Et donc c'était ce Bernard Milot que j'ai rencontré, que j'ai fait la conférence avec lui. Et moi j'ai fait une partie, lui il a fait la seconde, quoi, parce qu'on faisait la même, sans le savoir. Comme quoi que des fois il y a des espèces d'aiguillages assez curieux, quoi. Mais ça allait tout à fait dans le sens que ce que je vous raconte maintenant, suivant un plan bien défini de l'humanité, qui marche étape par étape, successive, de façon que ça rentre dans les consciences, et puis qu'on s'aperçoive de rien jusqu'au jour où on a les pieds et les mains liés, quoi. C'est ça que ça voulait dire. Mais cette conspiration va pour une élite, une certaine élite, qui, bon, suivant ce qu'on en sait maintenant, une élite financière aussi, qui se serait mis à l'abri, justement, en Australie. Dit que les ovnis sont en fait des machines réellement construites, on donne des explications très très précises sur leur fonctionnement, pas sur la fonction, parce que vous supposez plutôt que ce sont des apparitions mentales suggérées. Oui, j'ai dit mentales d'une part, d'illusion, puis aussi matérialisées. Hein. Voilà. Oui, deux choses possibles. Donc vous n'excluez pas l'autre. Voilà, Standeyo, c'est ça, hein, c'était la couverture du livre. Alors, ceci a une grande signification, là, cette fameuse pyramide. Vous connaissez, il y aurait de quoi écrire un livre entier là-dessus. Ça, c'est le symbole des Illuminati, de ceux qui construisent le nouvel ordre mondial actuel. Et actuellement, on est à l'aboutissement de ce plan-là. Petit à petit, ben, on y arrive, quoi. Cette pyramide qui est le sceau des Illuminati, de ceux qui dominent le monde, en quelque sorte dans l'ombre, ce symbole, bon, il va disparaître bientôt, mais il est inscrit sur le billet de $1. $1, c'est-à-dire l'unité, quoi. Et depuis longtemps, déjà. Par exemple, il y a beaucoup de publicités comme ça. Bon, ça paraît anodin. Bon, quelqu'un regarde ça, il tourne la page. Mais en vérité, qu'est-ce que vous avez là? Vous avez la pyramide et vous avez un œil. C'est l'œil qui voit tout, quoi, judéo-maçonnique, quoi. Ça paraît anodin comme ça, mais vous en avez beaucoup de choses comme ça, hein. C'est parce qu'on n'y fait pas attention. À petit, ça s'inscrit dans l'inconscient. Je suis étonné que vous connaissiez effectivement Standeyo, parce que son livre a été très peu répandu. Moi-même, j'ai écrit un livre qui a été complètement retiré de la circulation parce que je suis obligé d'éditer moi à compte d'auteur, parce que je ne trouve pas d'éditeur, du fait que c'est irrecevable, et puis pour la plupart des éditeurs appartiennent à qui de droit, on sait, hein. Bon, moi, ce livre-là, un des rares livres que j'ai édité, j'ai fait éditer par des éditeurs, bon, comme celui-ci, c'est La manipulation occulte, où je dis pratiquement ce que dit Standeyo, quoi. Ça a aidé beaucoup de gens. Alors, curieusement, le livre, à peine en circulation, l'éditeur a été mis en faillite. Oui. Bon, on ne peut pas me réduire financièrement, je peux vous le dire tout de suite. Ah. Non, je suis arrivé au maximum. Ah bon, hein. Non, mais c'est vrai qu'il faut prendre quand même des précautions, moi j'en prends. Puis je me suis retiré un petit peu à l'écart, je vis dans les brumes du Nord, là-bas, dans mon idée. Alors là, je vois tout de suite arriver... Non, enfin, faut rigoler un petit peu, mais c'est vrai, c'est vrai. Moi, je ne veux surtout pas rendre tragique la situation, il faut en être conscient, c'est tout. Le but, c'est pas d'inquiéter les gens, c'est de prévenir, c'est d'être conscient un petit peu de tout ça pour essayer de passer... Mais il y a un danger, c'est que, pour ceux qui ne sont pas prévenus justement, c'est que maintenant, ça atteint carrément les chrétiens. C'est-à-dire qu'on parle maintenant, par exemple, du yoga chrétien, du zen ceci, du zen cela. Alors, si on ne fait pas attention, ben oui, c'est pas dangereux, on peut toujours voir, et puis dès qu'on met le petit doigt, c'est le reste qui suit. Hein. Parce que ça marche degré par degré, c'est très subtil. Hein. Moi, j'ai connu beaucoup de gens qui étaient croyants, ils ont abandonné la foi à la suite de ça. De ce qu'on sait, c'est que si vous rencontrez dans l'entourage des gens qui se brûlent un petit peu à toutes ces questions-là, c'est de les prévenir, quoi. En disant, vite, fais marche in arrière, parce que tu risques de plus y revenir. Parce que c'est vrai, ça détruit complètement l'individu sur le plan psychique, en plus. En plus que, finalement, sur le plan spirituel, c'est détruire son âme, en quelque sorte.
c'est l'âme qui est visée là-dedans. Parce que bon, s'il y a un lien qui fait, vous connaissez, parce que ce que j'ai oublié de dire, c'est à partir du moment qu'il y a un lien avec ces entités-là, et quand je vous ai parlé d'irréversibilité tout à l'heure, ça veut dire qu'il y a eu une alliance qui s'est faite avec l'entité. Il y a certainement un biaisage, quoi, ça a passé par des détours, mais c'est fait d'une certaine façon. Est-ce que tu acceptes de collaborer avec nous, tu auras cette puissance de ceci, cette puissance. En général, la personne qui est complètement ignorante va dire oui, dans la plupart des cas, moi j'en connais beaucoup. Et à partir de ce moment-là, c'est là que je voulais en arriver. Bon, il y a un accord, la personne dit oui à l'entité, et bien c'est un pacte tout simplement. C'est ni plus ni moins qu'un pacte satanique, quoi. À ce moment-là, elle reçoit pouvoir et puissance, mais elle ne s'appartient plus, elle appartient à l'autre. Il y a de quoi faire dresser les choses sur la tête. Et la mort physique, qu'est-ce que l'âme de cette personne peut devenir? Elle va carrément à l'enfer, quoi. Pas de problème. Moi, vous voyez, je dis les choses comme je les pense. La corrélation, justement. Oui, oui. Moi, je pense que le véritable message peut se déceler dans les deux premiers messages. Et c'est en rapport avec la foi. Une partie des messages de Fatima parle de la désorientation diabolique. C'est exactement ce qui se passe actuellement. Et qui fait le profit justement d'ordres sataniques qui sortent du puits de l'abîme. Et quand on sera arrivé au paroxysme de cette apostasie, il y aura certainement un renversement des valeurs. Actuellement, on banalise tout, quoi. On banalise absolument tout ce qui est néfaste, quoi. Et là, ça permettra à l'antéchrist d'intervenir parce qu'il sera sous les fausses valeurs, forcément. Je vous remercie beaucoup de votre attention, ça m'a fait beaucoup plaisir de m'exprimer parmi vous. Et ça m'a fait aussi plaisir par la même occasion, de connaître votre sympathique petite ville de Sion, qui m'a fait sortir un petit peu des brumes du Nord. Ceux qui dans l'assistance peut-être sont un peu comme moi perdus en disant mais il y a bien des choses qui nous ont quand même un peu échappé dans l'explication que vous donnez, c'est pas si facile. C'est qu'on a dit finalement au bout du compte qu'il s'agit de devenir semblable aux enfants pour entrer dans le royaume des cieux et que par conséquent tout l'espoir ne nous est pas... Non, je voulais mettre une note d'espoir, vous avez bien fait de le souligner parce que je voulais finir comme ça aussi. Voilà. Ouais. On s'entend très bien. Alors, si vous voulez... Si vous voulez, bon, ceux qui veulent se documenter un peu, il y a un peu de documents à la porte, et je veux bien faire quelques signatures, si vous voulez, de bouquins, si vous voulez. Quoi, bon. Mais ça nous aide parce que à éditer d'autres choses. Quoi, bon, c'est tout. Salve Regina, Pater misericordiae, vita lucero, et nostra salve. Adegamus exoris filiebe, a te suspiramus, genetes et flentes, in lacrima umbrale. Ea ergo, advocata nostra, iros tuos misericordes oculos, ad nos compelde. Et Iesum benedictum fulcrum ventris tui, nobis pastor exili